Ce qu'on commence, David, Vas-y, vas-y. ça va faire venir tout le monde. Donc bonjour à tous, bienvenue pour ces nouveaux ateliers virtuels du GERS. On est très très heureux avec David de vous retrouver et bien entendu, on va démarrer cette session on est encore en pleine période, mais pour vous présenter conjointement nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, meilleurs vœux pour 2025, pour vous à titre personnel, et puis aussi au titre du GERS pour le suivi de la santé des Français. Et on est tous concernés, on s'en occupe tous avec vous tous ensemble pour avoir un meilleur suivi. Alors, le programme de ces ateliers, ou plutôt le menu, puisqu'on est à l'heure du déjeuner, donc on vous a concocté un menu particulier. Donc, Mais David, du coup, je vais te couper juste avant que tu ouvres sur le menu, si tu me permets. je Euh, t'en prie. Juste partager avec tous ceux qui nous suivent tous les lancements qu'on a fait en cours d'année dernière. Donc, il y a eu les deux entrepôts de données de santé pour mieux suivre la santé de la population et l'effort collectif qui est mis en place et par les pharmacies et de manière générale par les professionnels de santé, donc Sogel, Cécine. Également, les circuits complémentaires, à savoir euh, Sogpara, donc, et toutes les enseignes de parapharmacie, le e-com, où aujourd'hui on va lancer dès le mois de janvier, du coup, le suivi de la santé à travers quasiment la totalité des sites de e-commerce dédiés en santé. Et puis dans cette volonté de langue vivante, dans cette volonté de transparence, il y avait One Vision, qui est la transparence entre industriels et groupements sur le suivi des performances. Il y a le partenariat avec déjà Inventaire, c'est visuel qui est tout le relevé de linéaire. Donc, dans cette volonté un peu de rechercher la performance et cette digitalisation à travers les applications que sont Sognotrack et Jumeau, de manière à ce que tout à chacun puisse, que ce soit l'industriel, que ce soit le groupement, que ce soit la pharmacie, puisse, à travers son mobile, pouvoir suivre la performance de l'ensemble de cet écosystème. Et puis, dernier point, c'est le lancement de Gers Data Benelux, donc dès le mois prochain. Donc voilà, c'est toute l'énergie qu'on a déployée en plus des ateliers et pour préparer le menu. Donc, du coup, je te redonne la balle sur ce menu, Patrick. Merci David. Et vraiment, je crois que cette slide que David vous avait présentée montre vraiment la forte implication de Gers Data dans le domaine de la santé, tout ce qu'elle peut vous apporter. Alors effectivement, ce que l'on va vous présenter, on va faire un point, David va faire un point sur la santé, sur l'univers de la pharmacie en 2024, ce qui s'est passé. Je prendrai le relais avec le médicament remboursable en 2024. Ensuite, on fera un point sur l'EDM remboursable, le conseil santé, la beauté, l'hygiène bucco-dentaire, le vétérinaire, et on terminera bien entendu par l'hôpital. Donc, un panorama complet. Donc, je laisse sans plus attendre la parole à David pour le point sur la pharmacie et tout l'univers de la pharmacie. Donc, l'amuse-bouche sur cette santé 2024 en pharmacie. Donc, toujours un chiffre d'affaires quand même sur 4 ans qui a pris 29% de croissance. Et pour autant, on est dans le miroir aux alouettes ou un trompe-l'œil, puisque c'est plus de 10 milliards d'euros entre 2020 et 2024. Et pour autant, on le voit, on le sent, la trésorerie des pharmacies est en difficulté, la marge, elle ne suit pas cette croissance de chiffre d'affaires. Et pour autant, quand on parle de ce chiffre d'affaires, c'est difficilement entendable qu'on passe de 36 milliards à 46, et pour autant c'est difficile. Et on va le voir, les impacts que ça a dans la lecture même du chiffre, puisque on reste sur un marché qui reste dynamique, même si année après année, cette croissance du chiffre d'affaires s'effrite
au fil du temps. Et puis, on a décidé d'être un petit peu moqueur toujours dans ce début d'année. L'analyse par taux de TVA, elle est définitivement un danger, et j'allais dire définitivement morte. Pourquoi je vous dis ça, c'est que mine de rien, le taux de marge par taux de TVA ne fait que baisser. Et puis surtout, on a le syndrome de qu'est-ce qu'on met dans chacune des cases. Et juste peut-être à retenir, mais TVA 5,5, plus de la moitié du chiffre d'affaires, elle est portée par les DM remboursables, à savoir l'ortho, la compression, euh, la nutrition clinique, la nutrition infantile, les lecteurs de glycémie, la moitié. Et donc pas uniquement les compléments alimentaires. Donc c'est vrai qu'il faut l'avoir en tête puisque les baisses de prix, l'impact sur la marge, les achats plus chers fait que bah, du coup le taux de marge baisse. Quand on parle TVA à 20%, on pense souvent parapharmacie. Et pour autant, un quart du chiffre est porté par les DM, là aussi, remboursable. Je pense au pansement technique, je pense aux gammes blanches. Et donc, vous le voyez bien, c'est qu'à un moment, quand on raisonne par taux de TVA et qu'on se dit, bah, c'est bien, on a fait une croissance collective de 4,8%, mais pour autant, le taux de marge par taux de TVA ne fait que baisser, la masse salariale est ce qu'elle est, la trésorerie du fait de l'immobilisation de stock, elle souffre. Et donc, on voit bien que cette lecture par taux de TVA, elle est vraiment un danger pour chacun dans sa lecture. Donc 4,8 de croissance. Et en volume, vous le voyez, on est quasiment flat, c'est-à-dire quasiment pas de croissance, un tout petit peu de croissance pour autant, mais ça ne tient pas la charge par rapport à ces éléments-là. Et donc, dans ce danger-là, on est malgré tout avec des événements intéressants, un trafic qui tient malgré tout. Alors les pics que vous voyez sont surtout portés par l'évolution des jours et c'est vrai que on le voit bien chaque mois quand il y a un ou deux jours ouvrés de plus, bah, du coup ça a un impact sur le trafic. Donc on a un trafic quotidien en pharmacie qui tient la charge. Et pour autant, dans ce 4,8% de croissance, on a travaillé avec les équipes de Claude Bernard sur des univers pour pouvoir les mettre dans les jumeaux, donc dans l'application. Et dans ces univers, il faut bien avoir en tête quand même que le 4,8% de croissance est porté aussi par 0,5% qui est l'effet jour ouvré. 1,5 jour ouvré de plus sur 2024, bah, ça apporte naturellement 0,5% de croissance au réseau. Premier contributeur à la croissance, c'est la prescription médicale obligatoire, c'est 73% de la contribution à la croissance. Le deuxième, c'est la santé familiale, deuxième contributeur à la croissance, plus 3, et de par son inertie du poids que ça pèse, donc on est à plus de 6 milliards, 6 milliards 5, 6 milliards 6, du coup continue à grignoter en chiffre d'affaires. Le troisième est la beauté, le quatrième la diététique et le cinquième l'orthocompression, soins à domicile. Et là, vous avez le quintet des contributeurs à la croissance, même si en chiffre d'affaires, quasiment la totalité des univers sont dynamiques. Alors, on peut le regarder aussi par statut, histoire de gagner. Et puis surtout, vous voyez, hein, 12,5% de la contribution à la croissance est portée par les médicaments de plus de 1 930 euros, avec une croissance, mine de rien, qu'il n'est cette année que de plus 5%. Et on va le voir, c'est l'impact des baisses de prix. Et c'est ce que montrera tout à l'heure Patrick, c'est l'enjeu pour la pharmacie dans son quotidien, ça va être non seulement de gérer cette dynamique sur l'ensemble des médicaments en fonction du curseur, mais aussi l'impact des baisses de prix qui peut avoir un impact sur la lecture de son chiffre d'affaires et pour autant pas d'impact sur sa marge. Et c'est toutes ces lectures qui va rendre le quotidien du pharmacien de plus en plus complexe. Et à quel moment je peux être satisfait de la performance que fait l'équipe dans l'officine par rapport à cette lecture-là. Donc, premier contributeur, le médicament, hors médicament cher, mais on va le voir, on a quand même des médicaments qui restent coûteux, premier contributeur. Le deuxième, c'est les médicaments chers. Le troisième, la cosmétique. Quatrième, les compléments alimentaires et les denrées alimentaires hors prescription. Et ensuite, les dispositifs médicaux remboursables. C'est pour vous montrer toute cette capacité à lire la dynamique des marchés de manière différente et de voir ce qu'elle raconte. 4,5 d'évolution sur les médicaments au-dessus de 1 930 euros. C'est toujours 0,1%
de la prescription médicale obligatoire remboursable en volume et c'est 23% du chiffre d'affaires. Et en 2 ans, le prix moyen de ces médicaments est passé de 3 800 euros à 4 600 euros. Donc on le voit de plus en plus cher et c'est vrai que de l'autre côté, on va avoir les médicaments entre 468,97 € et 1930. Donc là où la marge du grossiste répartiteur, elle, est plafonnée, plus 10%, liée au prix des médicaments qui étaient au-dessus de 1930 euros, qui sont passés du coup en dessous de 1930 euros. Mais quand vous regardez, c'est 0,4% des volumes et c'est 42% du chiffre d'affaires. Et là aussi, le prix moyen du médicament est passé de 1200 euros à 1500 euros. Donc, une dynamique sur ce prix moyen qui, là, du coup, intervient dans le calcul de la marge de la pharmacie et dans la lecture même de son taux de marge qui va, du coup, s'effriter sur cette TVA à 2,5, à 2,1. Quand on zoome sur le quotidien de la pharmacie, pourquoi il est toujours tourmenté? Parce que sur 10 ans, on a perdu 10% des pharmacies. Vous voyez, en 2014, un peu, je parle de France métropolitaine, on en a perdu cette année plus que l'année dernière. Une fermeture tous les jours ouvrables, 290 fermetures. Et on est passé donc de 21 900 à 19 676 pharmacies, avec, hélas, des différences selon les territoires. Alors, vous savez, moi, je suis la caricature du Parisien. Il y a Paris et la province. Donc, je ne ferai pas l'affront. Donc, moi, je ne sais lire que sur la carte Paris. Tout le reste, c'est la même, c'est la province. Donc, il y a l'Alsace qui, sur les 10 dernières années, résiste, hein, quasiment pas de fermeture sur cette région-là. Et la région la plus touchée, c'est la Bourgogne, hein. Quasiment, allez, on va dire quasiment une pharmacie sur 5, 16% des pharmacies qui ont disparu du territoire. Et tout ce qui est souligné, c'est ceux qui ont également connu une baisse l'année dernière plus importante que la moyenne. Donc vous voyez, les territoires les plus fragilisés au fil de ces 10 dernières années sont aussi les plus fragilisés l'année dernière. Et dans le top 5 des régions les plus durement touchées par ce maillage territorial, la Bourgogne, l'Auvergne, la Basse-Normandie, le centre et la Bretagne. Et à contrario, ce qui résiste le mieux, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, la Lorraine, la Picardie et la Corse, même si elle se rapproche de cette baisse moyenne des 10%. Donc, des maillages, des regroupements, parfois des sessions sans reprise. Donc, c'est vrai que ce maillage est tourmenté avec des zones de plus en plus blanches, de plus en plus durement touchées par ce maillage territorial. Patrick, le médicament, comment se porte-t-il? Alors, bah, le médicament remboursable en 2024, on l'a dit tout à l'heure, c'est plus de 70% du chiffre d'affaires de l'officine. Et c'est un marché, quand on regarde du point de vue de la régulation, en 2024, alors ce sont des estimations qui sont provisoires. On est en attente d'essais à brut réel pour cette année 2024. On est aussi en attente des montants de remise et de la clause de sauvegarde. Alors quand on regarde le marché brut, lui poursuit sa croissance avec une évolution de plus 7,3 en pourcent en 2024 à 38 milliards 792 millions. Quand on le regarde en net, c'est-à-dire net des remises conventionnelles et de la clause de sauvegarde, le marché, lui, n'évoluerait plus que de 6,3%, plus 6,3 à 27 milliards 837, mais quand même plus fortement qu'en 2023. Et ça, c'est en raison d'un montant de remise moindre en 2024 par rapport à 2023. Mais les deux courbes, elles, continuent de s'écarter chaque année et cela traduit une très forte croissance des remises conventionnelles sur les dernières années. En 2024, malheureusement, on attend un montant de la clause de sauvegarde qui sera un montant record puisqu'il devrait être compris entre 2 et 2,2 milliards d'euros avant abattement. Donc,
une année quand même, même si elle est positive en évolution, mais l'industrie est très très fortement pénalisée. Alors voyons maintenant l'évolution du marché en ville depuis une douzaine d'années. Donc là, on observe une croissance depuis 2017. Cette croissance est accélérée depuis 2021. Elle a atteint 8,4% en 2021, c'était lié aux nouveaux produits, aux sorties de réserve hospitalières. Et depuis, après le pic de 2022, on a un marché qui se ralentit. Ça se poursuit en 2024 avec une évolution de plus 5,5%. Alors, c'est selon les premières estimations. C'est une évolution qui reste quand même soutenue au regard si on fait la moyenne sur les 13 dernières années, même si elle n'est pas aussi forte que celle qu'il y a eu en 2021, en 2022. Alors au niveau des volumes, là, on constate une faible croissance des volumes en 2024, simplement plus 0,7% de croissance, malgré donc cette croissance du chiffre d'affaires, et David l'a très bien expliqué tout à l'heure, avec le poids de la croissance des produits onéreux. Et cette faible évolution, elle est quand même néanmoins supérieure à celle qui avait été observée en 2023, puisque là, on avait eu une baisse de moins 2%. Donc, on va dire une légère reprise. Alors, ce qui est intéressant maintenant d'analyser, c'est la décomposition du chiffre d'affaires sur le médicament remboursable. Alors, on regarde différentes catégories de produits qui vont avoir et des effets positifs et des effets négatifs. Donc, on a une croissance globale de 5,5% entre 2023 et 2024 pour passer de 24,9 milliards à 26,3. Deux catégories de produits ont un effet négatif. Les produits de contraste qui sont sortis du circuit habituel d'approvisionnement. C'est un nouveau circuit qui prévoit en fait un achat des produits de contraste par les cabinets de radiologie et non plus par le patient. Le déremboursement de ces produits est entré en vigueur au 1er avril 2024 suite à un arrêté publié au JO le 5 mars et ça concernait 176 références. Donc là, ça a un impact de moins de 100 millions. Ensuite, autre effet négatif, c'est les molécules génériquées depuis 2023. Et là également, un impact négatif de 200 millions. Et notamment Janumet Velmessia en 2023 et Xarelto en 2024. Donc ça, c'est les principaux effets négatifs. Après, il y a des effets positifs. Les médicaments onéreux de plus de 1930 euros, David vous l'a dit, plus 300 millions entre 2024 et 2023. Autre catégorie qui a une très forte progression dans cette croissance, c'est les produits compris entre 469 euros, on va arrondir, et 1930 euros. Eux représentent une croissance de 800 millions d'euros. C'est-à-dire c'est 58% du poids de cette croissance. Et quand on prend ensuite, dernière catégorie, tous les produits hors les produits de contraste, hors les molécules génériquées, hors les médicaments à plus de 1930 et hors les produits entre 468 et 1930, eh ben, la croissance de ces produits est de 700 millions d'euros. Donc, au total, on a cette croissance de 5,5% pour l'année, donc 1,4 milliard pour l'année 2024. Alors, quand on regarde au niveau des classes FMRA, là, ben, on retrouve dans le top 10 des classes FMRA ben, toutes les classes auxquelles vous êtes habitués. La classe la plus dynamique, c'est toujours la L01H, les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéine kinase. David adore quand on parle de ces produits.
et autres. La L04C, les inhibiteurs de l'interleukine, sont aussi est une des classes les plus dynamiques, avec la N07X, les autres produits du système nerveux central, avec une croissance de 35% pour cette dernière classe. Ce qui est bien entendu très important en delta de croissance, ça représente plus de 270 millions. Ensuite, vous avez des croissances en chiffre d'affaires qui sont plus limitées, mis à part encore la L02B qui a une forte progression avec 142 millions de delta. Et puis deux classes en décroissance. La B01F, c'est les inhibiteurs directs du facteur 10A et les produits de la fibrose cystique qui sont à moins 64 millions sur la période. Et ça, essentiellement en raison de baisse de prix appliquées sur ces produits. Alors, les classes en croissance et en décroissance, donc cette slide montre bien que le marché croît plus vite qu'il ne décroît. Déjà, c'est la première constatation, puisqu'on a une croissance des premières classes qui est de plus d'1 milliard d'euros, 1,125 milliard, alors que la décroissance des 10 dernières classes est de moins 444 millions. Parmi les classes en croissance, ben, on retrouve certaines du top 10 qu'on a vu précédemment, la N07X, la L04C, la L01H qui progresse de plus de 600 millions à L3. Et aussi d'autres classes comme la Adispé qui compte 5 produits qui sont tous en croissance, tous commercialisés depuis 2020 avec Forxiga en tête. La J06H qui a également fait son entrée à la sixième place, suivie par les deux classes du système cardiovasculaire, la C10A avec Repata et Praluent et la C9D avec notamment Entresto. Au neuvième et dixième place, on retrouve la L01X avec notamment Vinclixto et la D05X qui réalise, elle, la plus grande progression de ce top avec plus de 289% de croissance avec un nouveau produit, excusez-moi, Opzelura, qui est indiqué contre le vitiligo. Dans les 10 classes en décroissance, presque la moitié est portée par les produits de contraste, hein, on l'a vu, déremboursés en début d'année. On trouve également de nombreuses classes qui ont eu des baisses de prix et des générifications au cours de l'année, comme les antidiabétiques et les classes B01F et B01E, donc qui ont été les plus touchées. Quand on regarde maintenant le top 10 des produits en ville, on retrouve, slide suivante, on retrouve dans ce top 10 des produits maintenant connus hein, qui poursuivent leur progression. Parmi eux, la moitié appartient à la classe des antinéoplasiques et agents immunomodulants. En tête de ce top 10, Vyndaqel de chez Pfizer qui réalise une progression de plus 34%. Eliquis de chez BMS qui continue également sa forte progression. On a également Elea et Kaftrio qui suivent malgré une décroissance. On a la cinquième place, on a Xtandi qui continue sa progression en 2024. À la sixième classe, on a Dupixent qui lui bénéficie d'extension d'indication pour avoir une évolution de plus de 30%. Deux produits de chez Janssen, Stellara, la septième et neuvième place, un Bruvica. Le premier, donc Stellara, poursuit sa croissance qui s'établit à plus 5,6%, alors que le second, lui, a une décroissance de 11%. Tagrisso de chez AstraZeneca, huitième de ce top 10, et lui a une croissance à deux chiffres. Et Doliprane ben, réintègre le top 10 après avoir été absent pendant plusieurs mois l'année passée. Alors voyons maintenant le top 10 des labos sur le médicament remboursable. Donc là, on retrouve, comme les fois précédentes, Novartis à la première place de ce classement avec une part de marché de 7,3%.
À la troisième place, il y a Pfizer avec 1,6 milliard de CA en 2024. Et en deuxième et quatrième place, on a deux génériqueurs, Viatris et Biogarant. Grosse croissance également de AstraZeneca, c'est la plus forte, hein, avec plus 22%. Et Bayer ferme la marche et affiche une décroissance en 2024 dans ce top 10 de 24%. Mais il se retrouve toujours dans le top 10. Donc vous avez la croissance de ces chiffres d'affaires. Alors voyons maintenant les ruptures. Ben, les ruptures, malheureusement, la tendance depuis 2023 est la même. On a une augmentation régulière du nombre de présentations, donc de présentations médicaments remboursables en rupture. On est pour le début, pour la fin 2024, pardon, à plus de 800 références en rupture. Vous voyez, il y a eu des pics, hein, on est monté à presque 1150 références en rupture, mais néanmoins, la tendance globale est à la hausse. Alors, voyons ce qui s'est passé maintenant sur le marché des génériques, des biosimilaires et des hybrides, avec des situations assez différentes. Alors, tout d'abord, le taux de pénétration des génériques qui, lui, augmente de plus d'un point 4 en 2024, alors qu'il avait baissé en 2023. Il y a eu cette augmentation donc depuis le début de l'année 2024. Il y a eu une légère baisse en avril-mai euh, à 85,2, 84,9%. C'était lié à l'arrivée des génériques de Xarelto et le taux de pénétration ensuite après est reparti à la hausse pour finir en décembre à 86,4% en raison de forts taux de pénétration observés sur certaines molécules. Donc, au total sur l'année, un taux moyen à 85,3. Alors, quand on regarde justement depuis début 2024, on a 8 molécules qui sont tombées dans le domaine public. Ces 8 molécules représentent plus de 500 millions d'euros en 2024. Leurs vitesses de pénétration sur le marché sont très hétérogènes. Les deux plus grosses molécules pour ces deux plus grosses molécules, donc les génériques de Xarelto et de Liptruzet, ils affichent des taux de pénétration à 89,6% et 81,6% respectivement. Ces molécules ont réalisé des chiffres d'affaires de 243 millions et 186 millions en 2024. Les génériques de Pradaxa également ont eu une pénétration rapide avec 70% de taux de pénétration en décembre. Pour les autres molécules, le taux de pénétration, en gros, ne dépasse pas les 50%. Donc voilà pour le taux pour les nouvelles molécules génériques. Alors voyons maintenant au niveau des biosimilaires. Le taux de pénétration des biosimilaires, lui, il a augmenté en moyenne de 3 points par année entre 2021 et 2023. En 2024, le taux moyen de pénétration des biosimilaires est de 34,4%, avec une croissance qui a été constante tout au long de l'année 2024 pour atteindre 35,4% en décembre. Les premiers biosimilaires de Roactemra, pardon, et de Stelara ont été commercialisés respectivement en février et en juillet 2024, avec un impact qui se mesurera dans les prochains mois. Mais bien sûr, ça aura un impact sur ce taux de pénétration. Alors, voyons maintenant au niveau des molécules elles-mêmes. On observe une progression donc globale, hein, ce que je viens de vous dire dans la pénétration des biosimilaires en 2024. En gros, on a quatre catégories qui se distinguent. On a les groupes dont les biosimilaires sont substituables. Parmi eux, ben, les deux molécules, filgrastim et pegfilgrastim, qui affichent de très hauts taux de pénétration.
Et ranibizumab, dont la sortie et la substitution, eux, sont beaucoup plus récents, donc qui affichent bien sûr un taux de pénétration très faible. Ensuite, il y a les groupes qui ont eu un avis positif de la NSM pour la substitution, mais qui sont toujours en attente d'un arrêté ministériel autorisant la substitution. Donc ça, c'est le deuxième groupe. Les insulines, elles, ont reçu un avis défavorable pour la substitution. C'est Glargine qui est à 49% de pénétration et puis l'Asparte à 4%. Et enfin, il y a trois molécules qui n'ont pas fait l'objet d'un avis de la NSM. La somatropine à 54% de taux de pénétration et deux groupes, le tocilizumab et l'ustekinumab. Je pense que David m'envie d'avoir tous ces noms à prononcer, qui sont respectivement à 6 et 3% et qui ont été inscrits très très récemment dans le référentiel de la NSM. Voyons maintenant l'évolution des taux de biosimilaires sur deux molécules, donc avec un focus. C'est des molécules qui ont des dosages et des quantités de conditionnement différents entre le bioréférent et le biosimilaire. Ainsi, si on calcule le taux de pénétration, donc, alors ce que vous voyez écrit ici en USA, c'est l'unité de substance active. Donc, lorsqu'on calcule ce taux de pénétration en USA, les taux de pénétration sont différents par rapport au taux de pénétration calculé en nombre de boîtes. Ainsi, pour la follitropine, on voit que le taux de pénétration augmente en 2024 en unité de substance active, alors qu'il est en diminution en unité sur l'année. Et pour la somatropine, le taux de pénétration est encore beaucoup plus important en unité de substance active par rapport aux unités. Voyons maintenant le taux de pénétration et le CA des hybrides en ville. Donc là, la pénétration des hybrides progresse également sur l'année 2024. Et depuis la création du registre par la NSM en avril 2024, euh, et également de l'égalisation des marges des hybrides sur celles des référents en août, euh, on se retrouve avec un taux de pénétration à 35,4% en décembre, alors qu'on était à 29,3% en avril. Et ce registre représente en chiffre d'affaires 118 millions d'euros en 2024, qui est réparti à hauteur de 89% pour les référents et 29 millions d'euros pour les hybrides. Donc voilà. Alors maintenant, faisons un zoom sur les baisses de prix. 2024 a été une année marquée par des baisses de prix extrêmement importantes. Elles ont été nombreuses. Il y a eu environ deux fois plus de parutions au JO que l'année passée. Et en cumulant ces baisses de prix avec celles appliquées en 2023, c'est pour tenir compte de l'effet report qui se mesure sur 12 mois, on a quantifié en fait l'impact de ces baisses de prix en 2024 en prix brut à donc 830, il était en prix brut, c'était 830 millions d'économies réalisées en ville, ce qui correspond à 856 millions en valorisation prix sécurité sociale, avec la prise en compte en fait des taux de remboursement effectifs par spécialité. Et ces taux sont disponibles sur Medicam. À l'hôpital, on est à 502 millions d'économies en prix JO à l'hôpital. Et le total 2024 pour la ville à l'hôpital est de 1300, d'un milliard 333 millions en PFHT, soit 1 milliard 358 millions en, en économie sécurité sociale. Pour comparaison, en 2023, l'impact 2023 était de 879 millions d'euros.
L'évolution atteint 54%, alors que l'objectif de la loi de finances de la sécurité sociale, elle est passée de 825 millions à 850 millions en prix net sur la même période, soit une augmentation de 3%. Donc on voit vraiment l'impact des baisses de prix sur cette année 2024. Alors, quand on regarde l'impact par type de produit, cet impact valorisé en économie sécurité sociale, il peut être regardé sous l'angle des typologies de produits qui sont ciblés par les baisses de prix. En ville, l'impact des médicaments Princeps est de 110,9 millions d'euros, suivi des génériques de 26,4 millions d'euros, alors que l'essentiel des économies est porté sur les médicaments hors répertoire, puisque là, on a 718, presque 719 millions d'euros de baisse. Et à l'intérieur de ce groupe, les bioréférents génèrent 104 millions d'économies et les biosimilaires 26 millions, soit des impacts qui sont similaires à ceux des princeps et des génériques. À l'hôpital, les biosimilaires, eux, sont impactés à hauteur de 72 millions d'euros, devant les bioréférents avec 32 millions d'euros. Et selon le statut des produits hospitaliers, le médicament hors GHS, ben, c'est eux qui ont le plus fort impact au niveau des baisses, avec 301 millions. Les médicaments en rétrocession sont à moins 28,1 millions d'euros. Et les médicaments en double statut pèsent pour plus d'un tiers de l'impact des baisses sur les médicaments hospitaliers, avec 173 millions de baisses. Donc voilà pour les impacts par type de produit. Voyons maintenant le top 5 des produits contributeurs. Donc cette fois-ci, donc on affiche les classes qui ont le plus contribué aux économies de la sécurité, aux économies sécurité sociale via les décisions de baisse de prix en ville. Donc là, on voit que c'est la L01 H5 avec les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéine kinase pour un impact de 125 millions de baisse de prix avec des produits pardon, comme Verzenio, et comme Ibrance. Les inhibiteurs de l'interleukine contribuent à moins 73 millions, avec notamment la décote de prix du médicament biologique Stelara et de ses biosimilaires, qui sont arrivés en juillet 2024 sur le marché ville, ainsi que la décote d'un autre bioréférent, Roactebra. La R07B également, les traitements de la mucoviscidose, moins 59 millions. Et enfin, la J05 C8 qui pèse pour 31 millions au niveau des baisses de prix, avec notamment Dovato, Biktarvy ou Juluca. Donc voilà la ville. En ce qui concerne l'hôpital, on a la L01K, les antinéoplasiques du lidomide, premier contributeur comme l'an passé, c'était Revlimid et ses génériques. En 2024, c'est la décote d'Imnovid, pardon, pour lequel les premiers génériques sont arrivés sur le marché en novembre 2024. Au niveau de la L01G5, ces antinéoplasiques anticorps monoclonaux, PD1, PDL1 pour 107 millions de baisse de prix avec Keytruda et Imfinzi. La L01G, les antinéoplasiques, anti-CD20 pour 55 millions de baisse de prix, avec les biosimilaires de rituximab, qui est le référent, c'est Maptera. La B02D1, comme en ville, elle pèse pour 53 millions de baisse de prix avec Amlimbra. Et beaucoup plus faiblement, on a Elocta et Nuic.
Et enfin, la dernière classe, la 04C, comme en ville, les décodes de Stellara, de Roactemra, qui ont un impact à l'hôpital de moins 29 millions de baisse de prix. Donc voilà pour l'hôpital. Au niveau des baisses de prix, quand on fait l'analyse par tranche de PFHT, donc pour finir sur cette analyse, vous voyez que ce tableau, il segmente les impacts 2024 de baisse de prix en PFHT selon la tranche de prix initiale du médicament, en prenant les bornes des marges liées. Donc l'effort de baisse de prix est porté pour près de la moitié, 45,6%, par les médicaments onéreux de plus de 1930 euros, avec un poids quand même des baisses de prix de 378 millions. Et en nombre de présentations, ça ne représente que 7,8% du total. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un très gros décalage. Certains produits ont glissé de la tranche supérieure qui était à 1930 euros à la tranche précédente, ce qui a modifié la croissance de segment comme vu précédemment. La tranche de 460 entre des produits compris entre 469 euros et 1930 euros est la seconde la plus contributrice pour un quart de l'impact total des baisses de prix, avec 203 millions de baisses de prix et 215 spécialités qui ont été touchées. Et enfin, les médicaments avec un prix compris entre 22,91 euros et 150 euros ont généré, eux, 110 millions d'économies, et ce, entre 1,92 euros et 22,90 euros, 60 millions d'euros de baisse de prix. Et là, ce sont les médicaments qui ont été le plus touchés en nombre, avec 489 spécialités, ce qui représente quand même un tiers du total des spécialités touchées par des baisses de prix. Alors voyons maintenant les objectifs de la convention médicale. On en a beaucoup parlé. Donc la convention médicale 2024-2029 qui a été signée en juin, elle, c'est un rappel, définit les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins libéraux. Et dans un contexte de très forte dynamique des dépenses de santé, les partenaires conventionnels ont identifié 15 programmes d'action partagés qui reposent sur des engagements réciproques afin d'atteindre des objectifs communs de pertinence des soins, comme les prescriptions d'arrêt de travail ou de transport sanitaire, ou la diminution des examens biologiques inutiles. Il y a 4 programmes qui concernent la prescription des médicaments, la lutte contre l'antibiorésistance, où là, il faut diminuer de 25% le volume d'antibiotiques prescrits en 2027 et déjà de 10% en 2025. Le développement des biosimilaires, là, il faut obtenir un taux de pénétration de l'ensemble des médicaments biosimilaires de 80% en ville en décembre 2025. La sécurisation du recours aux antalgiques de palier 2, là, il faut diminuer de 10% les volumes remboursés d'antalgiques de palier 2 dès 2025. Et pour les inhibiteurs de la pompe à protons, diminuer de 20% les prescriptions chez l'adulte et limiter chez l'enfant les prescriptions aux seules indications recommandées par l'HAS. Donc, si on regarde ces quatre classes de produits, la consommation d'antibiotiques, elle est très variable en fonction des années. Bien entendu, la pathologie joue beaucoup. On constate en 2022 des très très forts volumes, il y avait eu une hausse de 18% par rapport à 2021 qui s'expliquait par, il y avait eu une triple épidémie à l'automne, grippe, Covid et bronchiolite. En 2023, il y a eu une légère baisse de 3,8% et en 2024, on constate une remontée de 5,5%. Depuis un an, ont été mis en place également les ordonnances conditionnelles à l'obtention d'un TROD positif pour l'angine et la cystite en officine. Tout cela afin de diminuer le recours aux antibiotiques. L'objectif est une baisse, donc ce que je vous disais tout à l'heure, de 10% en 2025 et 25% en 2027 pour lutter contre l'essor de l'antibiorésistance
largement corrélée au mauvais usage et à la surconsommation d'antibiotiques. Le développement des biosimilaires, donc lui, le taux de pénétration des biosimilaires en ville est faible, bien qu'en augmentation de 3 points par an, puis de 1,5 points en 2024. Aujourd'hui, il atteint près de 34%, comme on l'a vu. Seuls deux groupes étaient substituables par les pharmaciens, à savoir c'était le pegfilgrastim et filgrastim. L'extension de la liste par des avis favorables successifs de la NSM et la mise en place d'un dispositif d'intéressement pour les médecins devrait permettre peut-être d'accélérer la diffusion des biosimilaires via l'indispensable accompagnement des patients lors de la dispensation à l'officine. Et enfin, donc là, il y a un objectif quand même qui est très très ambitieux puisqu'il est de 80% à la fin de l'année. On voit qu'on est aujourd'hui quand même très loin de cet objectif. Euh, la sécurisation du recours aux antalgiques de palier 2, donc les analgésiques de palier 2, c'est-à-dire les médicaments qui contiennent du tramadol, de la codéine ou de la poudre d'opium, connaissent une diminution régulière sur les 4 dernières années. En 2022, on a vu une baisse de la prescription de 2,1%. Puis après 3,3% en 2023 et moins de 2,6% l'an passé. Les antalgiques, tout palier, eux, représentent un risque important de mésusage ou de surdosage qui peuvent entraîner bien sûr des effets délétères sur la santé. Bon, il y a les intoxications, les dépendances physiques et psychologiques. Et tout cela doit bien sûr faire l'objet d'une utilisation qui soit la plus raisonnée possible. L'obligation de prescrire le tramadol et la codéine sur ordonnance sécurisée sera applicable dès le 1er mars 2025 et l'objectif de la convention médicale est une diminution de 10% des volumes remboursés dès 2025. Enfin, les inhibiteurs de la pompe à protons donc, sans distinction de l'âge des patients, les volumes prescrits ont peu évolué ces dernières années. Bon, on était à moins 0,2% en 2024. C'était plus 1,2, plus 1,2% en 2022. Ces traitements sont, d'après l'assurance maladie, souvent prescrits de manière trop systématique ou pour des durées trop longues, non conformes aux fiches de bon usage des médicaments établies par la HAS. De plus, bon, ils ont souligné un risque de iatrogénie chez l'enfant. Donc, l'objectif est de diminuer les volumes de 20% chez l'adulte et de limiter chez l'enfant les prescriptions aux seules indications qui sont recommandées par la Haute Autorité de Santé. Donc, voilà en ce qui concerne cette convention médicale. David, après cette longue partie sur le médicament remboursable, à toi sur l'EDM. T'as vraiment quand même le bon job. T'expliques que ça va être dur pour le lait industriel parce que du coup, avec les baisses de prix, plus ensuite le déclenchement de la clause de sauvegarde. Dans le même moment, tu vas dire pour le réseau officinal que ça va être dur de suivre son chiffre d'affaires parce que du coup, il y a les prix qui vont baisser plus l'arrivée de nouveaux. Bon, bah bref. Qu'en est-il du reste du catalogue? Les dispositifs médicaux remboursables, donc 7% du chiffre d'affaires, euh, plus 2,3, donc on voit quand même une croissance légère entre 2024 et 2023, fortement poussée par Abbott Diabetes Care avec le Freestyle Libre. On voit que pour quasiment la moitié des laboratoires du top 10, bah, du coup, l'année est difficile. C'est le cas de Molnuc, de Sigvaris, d'Inotera, avec l'intégration de Gibaud, d'Hartmann et de Roche Diabetes Care. Et dans le même contexte, d'autres sont vraiment juste au-dessus de la ligne de flottaison. Je pense à Tuan et Coloplast par rapport à ça. Quand vous regardez le top 10 des contributeurs à la croissance, on voit différents courants qui se présentent. Donc Abbott loin devant tout le monde, hein, plus 100 millions. Vous regardez quand pour les autres, on est entre 5 et 10 millions. DJO, deuxième contributeur à la croissance, puis Urgo sur la partie LPPR. L'arrivée et la dynamique de Biogarant,
donc qui a doublé son chiffre d'affaires sur 2024, et TA sur la partie visuelle. Donc top 5 contributeurs à la croissance avec effectivement l'ensemble quasiment des métiers. Pour autant, on voit bien que cette année, elle va être encore plus pour 2025 une année de challenge par rapport justement aussi aux baisses de prix et l'impact que ça va avoir sur la marge. Alors l'émission, elle s'installe, vous avez vu, hein, on s'est forcé à enlever les nouvelles, même s'il y en a qui sortent tout le temps. Et quand même, le premier point est la grippe. Et j'ai tendance à penser que cette semaine, peut-être, on va repasser juste positif par rapport à l'année dernière. La question sera la disponibilité des vaccins, ce qui montre bien une question aussi de fond, c'est comment bien doser la demande des populations, comment bien doser la couverture vaccinale. 65% de la vaccination est faite par le réseau officinal, c'est 5 points de plus que l'année dernière, donc de plus en plus le réflexe des populations, et notamment, j'ai envie de dire, la population au-dessus de 65 ans, prend le réflexe d'aller vacciner en pharmacie. Donc, on va se jouer sur un mouchoir de poche sur est-ce qu'on sera un peu meilleur que 2023, mais peu probable qu'on dépasse 2022. Et donc, l'enjeu pour la prochaine campagne sera vraiment le démarrage. Rappelez-vous, le démarrage de la campagne 24-25 a été catastrophique. On a commencé de mémoire à -20, -25. Et donc, et après, rattraper ça, c'est quasi impossible. Et d'autant plus que quand on regarde la couverture vaccinale, elle recule, quelles quelles que soient les régions, alors plus ou moins fort. Donc, ceux où il n'y a pas marqué, c'est qu'on est dans la baisse de la moyenne. Donc, on a une meilleure maintien de la couverture vaccinale dans la région juste en dessous. Vous allez adorer, hein, sous la Bretagne et en Corse, même si c'est encore très faible. On voit que le sud a une couverture vaccinale quand même largement inférieure au nord-ouest. Et quand on regarde le pourcentage de vaccination en officine sur les 65 ans et plus, là aussi, on a une progression avec des régions qui progressent moins que la moyenne, et qui sont soit parce qu'elles étaient déjà hauts et le surplus est compliqué à les gagner. Et on a encore des progrès à faire allez, un grand ouest de la France, un ouest qui va du nord au sud, mais qui coupe la France vraiment en deux. Sur l'ensemble des missions, net progrès, avec une dynamique aussi poussée probablement par le ROSP, mais on voit bien qu'on est dans une stratégie de réponse à la demande. On n'a encore pas suffisamment travaillé l'offre. Quand je dis travailler l'offre, c'est comment on va stimuler l'ensemble de l'équipe officinale à aller chercher celui qui n'avait pas pensé, celui qui n'a pas prévu de se faire vacciner, de faire son rappel vaccinal. Quasiment la totalité des pharmacies le font. La quasi-totalité des pharmacies remet le kit de dépistage. Trois quarts font la prescription de l'acte de vaccination. Donc on voit bien que ça fonctionne, et même la combinatoire entretien femme enceinte et prescription vaccin a l'air de se mettre en place. La demande sur l'angine et la cystite, là aussi, hein, depuis l'été, on est quand même à 8 pharmacies sur 10 qui font le trot d'angine, et sur la cystite, on est à 7 pharmacies sur 10. La téléconsultation progresse pas à pas. Allez, un gros quart, un petit tiers, on en fait au moins une, sachant que vous voyez, on est quasiment à entre 2 et 3 par jour pour les plus gros faiseurs. Et puis ensuite, donc l'entretien femme enceinte, doublé par rapport à l'année dernière. Donc voilà, ça s'ancre, sachant que bah, c'est comme tout, hein, toutes les pharmacies qui font l'entretien mais qui ne le codent pas, bah, c'est considéré comme je ne le fais pas. Donc c'est des indicateurs qui sont importants. Et l'entretien pharmaceutique, alors pour l'anecdote, on est passé de 31 à 41% entre novembre et décembre, ce qui fait quand même 4 fois plus que l'année dernière. Donc l'enjeu sur 2025, c'est de voir comment ça se perdure, comment ça s'installe, comment ça fait partie du quotidien dans un contexte où ça prend du temps, ça prend de la borne passante. Et l'enjeu, c'est comment je répartis cette charge de travail pour que du coup, ces missions fassent partie du quotidien, et que du coup, la pharmacie se décharge d'un certain nombre d'éléments, et notamment, bien sûr, le traitement de la donnée. Conseil santé, quand on regarde, donc en termes de périmètre, là, on est vraiment sur
le hors prescrit sur la santé familiale et la diététique. Donc tout ce qui touche à cette santé familiale, alors effectivement, reprendre le terme, c'est un marché, quand on regarde prescrit, non prescrit, de 8 milliards sur les 46 de la pharmacie, c'est 3% d'évolution et 5% sur la partie conseil. Mais dans ces 5%, il y a quand même un poids de l'inflation, du pouvoir d'achat, des hausses de prix, même si ça s'est resserré au fil de l'année, hein, puisque vous regardez, on était entre 4,6 et 4,3 sur décembre et janvier de 2023. On n'est plus qu'à 3 sur décembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, bah, dans cette croissance, on peut dire que quasiment toute la croissance est portée par les hausses de prix ou par les innovations. Donc un impact sur le pouvoir d'achat. Et on va le voir après dans les sous-segments. Quand on regarde sur cette diététique, on est à 2%. Quand on décompose cette croissance, qu'est-ce qu'on voit? Un effet prix, ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, c'est 55% de la contribution à la croissance. Le volume, lui, contribue négativement, donc je délivre moins. Et on le verra dans les contributeurs à la croissance que ça raconte. Et 58% innovation. Alors, innovation au sens noble du terme, donc tout nouveau code produit, tout nouveau produit est considéré comme une innovation. Et là aussi, ça porte à armes égales avec l'effet prix. Sur les promesses contributrices à la croissance, le sommeil, l'atout, la vitamine tonus et brûlure d'estomac contributeurs à la croissance. On voit que l'homéopathie souffre toujours, le moustique. Et puis mon chouchou, le quatrième, le capteur de graisse. C'est rigolo parce que vous ne pouvez pas le savoir, mais j'étais en train de manger des bonbons et un peu de chocolat. Donc c'est vrai que quand je vois le capteur de graisse, je dis qu'à un moment donné, il va falloir s'y coller. Quand le top 20 des laboratoires, donc quasiment tous dynamiques, ceux qui sont soulignés, c'est ceux qui gagnent des places par rapport à l'année dernière, à quelques exceptions près. Mais c'est vrai qu'on va noter certainement le maintien et la dynamique d'Opella, la Copper qui reste aussi loin devant en numéro 2, et puis Boiron numéro 3 qui conserve sa position, mais qui est effectivement dans cette difficulté. Et quand vous regardez le top 5 des contributeurs à la croissance, vous avez, et le top 10, vous avez cette dynamique de marché avec euh, le portefeuille porté par les médicaments de conseil, donc Opella et Reckitt, donc Sanofi Consumer Health. Ensuite, Teva Pharma, poussé par le collagène. Procter, poussé par l'ensemble de ses investissements et notamment Zequil. Et puis, l'arrivée du Trublion, ou peut-être celui qu'on attendait le moins dans le top 5, qui est Hydratis, décollé avec l'énergie déployée, bien sûr, et puis aussi l'émission qui va être mon associé. Et puis ensuite, vous voyez tout ce qui va toucher à la micronut avec NHCO et Pilège sur ce portefeuille de conseils. UPSA, huitième, Nutergia et la Copper avec son énergie aussi qui reste dans le top 10 des contributeurs à la croissance. Quand on zoome sur l'automédication, c'est-à-dire le conseil fait sur le médicament, bah voilà, bah ça continue à marquer le pas. Alors, ça reste positif en chiffre d'affaires, mais vous voyez bien, on était parti haut, un début d'année qui était prometteur, et puis une croissance qui s'est effritée au fil du temps avec une, euh, une décélération forte sur novembre-décembre. C'est 45% du conseil, du CA Conseil Santé, puis vous voyez, hein, en volume de janvier à décembre, moi j'ai mis deux décimales. Quand je dis je, avec les équipes, hein, donc elles font le travail et moi je l'approprie. On est quasi flat par rapport à l'année dernière, ce qui montre, bah, ça marque le pas avec la dynamique qu'on observe sur les probiotiques, la micronut et l'ensemble des alternatives. Contributeur à la croissance, le RGO qui rejoint ce qu'évoquait tout à l'heure Patrick sur les IPP, donc qui devrait être encore source de croissance en conseil sur 2025. Et puis toutes les pathologies liées à la proximité, donc à la fois les toux, la douleur et fièvre et mal de gorge, et puis la constipation pour le quatrième. Tonus vitalité est porté aussi par
le choix UPSA de passer la vitamine C de médicaments d'OTC à complément alimentaire. Donc, du coup, ça impacte fortement ce tonus vitalité. Le zoom sur complément alimentaire, euh, vraiment une dynamique symétrique entre la pharma et les parades d'enseigne. Donc, toujours dynamique, hein, 7,3 en moyenne, 7,4 pour la pharmacie, mais c'est la première année où pharmacie et enseigne de parapharmacie sont quasiment aussi dynamiques, même si c'est un marché de pharmacie, hein, 93%. Donc, cette notion d'accompagnement, d'expérience consommatoire qui est forte, avec 40% de cette croissance qui est portée par le prix. Et quand vous regardez, Pilège toujours premier sur ce marché des compléments alimentaires, Arco deuxième dans le dur et troisième AVA. Vous regardez, hein, les cinq premiers restent les cinq identiques par rapport à l'année passée. Et l'enjeu, effectivement, c'est de regarder le top 5 des contributeurs à la croissance. Donc, EA Pharma qu'on évoquait précédemment pour le collagène, Pilège sur tout ce qui est probiotique et santé intégrative, UPSA, porté aussi bah, du coup par Nouricht et vitamine C UPSA, et puis Nashco Nutergia. Donc, vous regardez dans le top 5 trois labos de micronut et de probio. Et puis ensuite, vous avez Aboca, AVA, Procter, Inula et Inelda. Donc vraiment un marché dynamique poussé à la fois par des produits qui mélangent du coup efficacité et prix, et donc valorisation dans ce marché qui reste effectivement un besoin de plus en plus de recherche d'efficacité et de dynamique d'effets, allez, on peut le dire, d'effets mode aussi, donc combinatoire de l'ensemble des canaux de communication. La beauté en 2024, je ne peux pas m'empêcher de penser à Patrick quand on parle du segment beauté. On le verra tout à l'heure avec un petit clin d'œil sur le capillaire. 80% en pharma, 20% en parapharmacie. La pharmacie reste plus dynamique que la para, mais un écart qui se resserre. Hein. 2023-22, c'était deux fois plus dynamique, au moins en pharma qu'en para. Là, ça reste plus dynamique, mais la para tient, résiste. Avec une inflation qui se resserre, hein. Entre janvier et décembre, vous voyez bien, ça se resserre, ce qui va montrer quel va être l'impact l'année prochaine sur les volumes. Mais on a vraiment un enjeu pouvoir d'achat, inflation et combinatoire entre l'efficacité, qui est le premier critère, puis ensuite la galénique, la bonne tolérance, et puis ensuite le prix et la perception de ce prix par rapport à l'efficacité perçue. L'effet prix pèse pour 21%, un effet volume défavorable de 13%, et innovation au sens nouveauté, hein, que j'évoquais tout à l'heure, qui est le principal moteur de la beauté qui fait qu'à un moment donné, bah, du coup, même sur Patrick, ça va fonctionner. Allez, un top 20 qui bouge, qui bouge. Aven reste premier, euh, plus dynamique que le marché, suivi de La Roche-Posay. Caudalie gagne une place et du coup passe devant Nux. Ensuite, vous avez La Rosée qui finit le quintet, SVR juste derrière. Et puis vous voyez le top 20, le 20e qui est Herborian, qui était 31e et là aussi poussé par les réseaux sociaux, poussé par ces vagues qui montrent qu'à un moment donné, bah, du coup, ça fait décoller et ça inscrit dans le paysage et ça chamboule ce paysage des top 20. Donc, premier contributeur à la croissance sur la beauté, c'est Aven, suivi de SVR, Caudalie, CeraVe et La Rosée. Donc là, on est vraiment sur un concept santé avant tout. On le voit même dans les crèmes solaires, hein. Il y a ce sujet de, bien sûr, il faut que ça protège, mais que ça fasse un bénéfice additionnel. Et puis ensuite, vous avez dans les cinq suivants, bah, Nux, sixième, Herborian qu'on évoquait, La Roche-Posay, et puis Les Secrets de Loli, très présent dans les réseaux, très présent justement sur le capillaire, qui est tout à fait la texture de cheveux de Patrick sur ses cheveux texturés, et Uriage qui est dixième contributeur à la croissance. Donc, Dermo et le capillaire qui devient le deuxième contributeur à la croissance de segment beauté et le solaire numéro 3. Donc on voit que ça chahute, que ça a besoin
parfois de réinventer un certain nombre de codes. Hygiène, des choses surprenantes sur l'hygiène. Euh, Dynamique de 8%. Quasiment tous les segments sont dynamiques, plus ou moins par rapport à ce segment-là. À une inflation qui s'est quand même réduite de moitié, pour pas dire plus. Et surtout, dans ces contributeurs, SVR, premier contributeur à la croissance, suivi par Respire, MKL Green Nature, troisième contributeur, La Rosée et La Roche-Posay. Donc ces dynamiques-là sur le marché de l'hygiène, portées aussi par des marques de réseaux sociaux, marquées par des marques qui investissent beaucoup au point de vente sur l'accompagnement. Donc, on a vraiment à la fois de la dermo, à la fois du réseau social, à la fois du positionnement prix et qualitatif. Il y a tout ça qui se combine, qui répond aux besoins du marché. De plus en plus, la question qui se posera, c'est est-ce que le prix moyen a encore une existence dans un contexte où on va aller chercher soit du premium, soit du prix bas et comment ça va fonctionner. Bucco-dentaire, plus 6 par rapport à l'année dernière. Là, on a mis marque et laboratoire. Ce qu'on note, c'est en marque, Elmex, premier contributeur à la croissance. Deuxième, c'est Gum, avec les brossettes. Troisième, une marque digitale au départ, donc qui est poussée, qui est My Variation, brosse à dents électrique. Et puis, il y a Lugel, qui est poussé par la Cooper, et Inava en cinquième. Et en termes de laboratoire, là aussi, vous voyez des poids lourds du domaine, à savoir Pierre Fabre, Colgate, Sunstar, Ulaps et My Variation. Pour terminer sur le vétérinaire, avant d'embrayer sur l'hôpital, un marché aussi dynamique, hein, plus 11 sur ce marché-là. Parasitose, plus 14%. Premier contributeur à la croissance, ça pèse deux tiers de cette contribution à la croissance. Et là aussi, Elanco, à la fois premier. Donc, on a quasiment le classement, vous voyez, des laboratoires. C'est-à-dire que le premier contributeur à la croissance, le deuxième, Boehringer, est deuxième contributeur à la croissance. Dome Pharma, troisième, Perrigo, quatrième. Donc, c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure en difficulté sur la santé familiale et le conseil. Quatrième contributeur à la croissance sur le vétérinaire. Et Deschra, neuvième laboratoire, mais cinquième contributeur à la croissance sur le vétérinaire. Donc, de plus en plus, cette volonté collective d'avoir tout ce panorama dans la pharmacie de manière à pouvoir épouser toute la santé au sens large du terme sur ce réseau officinal, et qui va nécessiter de la part des équipes une souplesse pour pouvoir effectivement être de plus en plus à l'aise sur quelques segments que ce soit. Et donc, c'est l'enjeu de cette segmentation par jumeaux pour que on puisse voir, voilà, comment on va travailler les linéaires, comment on va travailler la performance, comment on va travailler les marques, de manière à aller chercher le maximum de rentabilité pour pouvoir s'approprier ces nouvelles missions. Patrick, l'hôpital pour clore. Voilà, on va terminer rapidement. Merci David. Donc l'hôpital, ben, on voit qu'on a une croissance en chiffre d'affaires qui est supérieure en 2024 à celle de la croissance en UCD. On est plus 7% en CA contre plus 1% en UCD, et avec une croissance également à l'hôpital qui est supérieure à celle observée en ville. Alors, quand on regarde les classes en croissance et en décroissance, il y a un delta positif de plus de 700 millions d'euros, donc qui explique cette croissance dans le top 5 des classes contributrices, hein, surtout la L01G, plus 729 millions d'euros de croissance, plus 13%. Après, on a bien sûr des croissances importantes avec des plus 187% pour les produits de l'IRM. Ça, c'est sûrement lié à une très forte augmentation des examens IRM, peut-être un déplacement également du scanner vers l'IRM. Une conséquence également du changement de circuit, du circuit aussi, voilà. Et puis les produits de la fibrose cystique, plus 58 millions avec 165% de croissance. Dans les classes, c'est donc la L01G, c'est surtout en fait lié à des nouvelles indications pour les produits, hein. Pour la L01G, le cancer du sein, mélanome et cancer bronchique non à petites cellules, les myélomes multiples. Pour la L01X, c'est myélome multiple, lymphome diffus et leucémie aiguë myéloïde.
Voilà. Et puis pour la R70B, c'est l'élargissement de l'accès de certains produits pour les enfants de 2 à 5 ans. Les classes en décroissance, bon, c'est là surtout la L01K qui pèse pour moins 114 millions et la B02D pour moins 74 millions. Le top 10 des produits hospitaliers, on voit parmi les 10 premiers qu'il y a 6 produits qui appartiennent à la L01G, hein, donc ce qui explique c'est de la très très forte croissance de cette classe. Euh, Trois produits sont en baisse, en particulier Liescarta, qui a eu des baisses de prix en novembre 2024, et Tecentriq, qui lui a eu un dosage qui a eu une baisse de prix en 2024. Enfin, le top 10 des laboratoires en 2024. On a MSD, Janssen et Roche qui sont dans le top 3 à l'hôpital. Roche est en décroissance en raison essentiellement de Hemlibra qui est en sortie de réserve hospitalière. Après, on retrouve les d'autres laboratoires qu'on a habituellement dans ce top 10, BMS, Viatris, Fresenius, Sanofi, LFB, Gilead et CLS Behring. Donc voilà pour le top 10 des laboratoires en 2024. Donc, merci, on a été un peu long, excusez-nous pour ce dépassement d'horaire. On vous remercie pour votre fidélité et votre présence. Merci également à toutes les équipes de Gers Data qui ont contribué à la réalisation de ces équipes. Sans eux, ben, ni David ni moi, on n'aurait été en mesure de vous présenter ces ateliers. On vous souhaite encore une très très belle année à toutes et à tous et à très bientôt pour le prochain atelier. Bonne journée, au revoir.